Voilà, il est avec nous. Lui, c'est un confrère, un journaliste patenté, un journaliste qui a des arguments très solides, à tout moment en contradiction avec Prince Epeng qui sera là. Prince Epeng attaque à tout moment sur les réseaux sociaux. D'où Jésus Bélédou. Bienvenue. Merci Jean-David Kilolo. Bien important. Bien portant. Je te remercie pour l'invitation. Je salue les téléspectateurs de Télé 50. Je salue mon ami Prince Epeng que j'aime bien. C'est un grand ami à moi. Oui, les gens ne savent pas, mais c'est un grand ami à moi. Il ne faut pas suivre nos guéguerres sur les réseaux. Alors, maintenant, vous êtes là, il y a un débat sur le désengagement de l'État dans différentes entreprises publiques. On a vu même au niveau du Parlement, il y a même un député national qui est revenu sur le dossier PHC. On aimerait un peu savoir, vous êtes analyste politique, vous êtes journaliste, vous avez plusieurs casquettes. Quelle lecture faites-vous par rapport à ce dossier qui fait couler encore et salive? Oui, j'ai d'ailleurs, merci pour la question. Je crois que mon média Liberté Actu était présent à la conférence de presse de PHC parce que j'avais des questions à poser quand je suivis la plénière où l'honorable Antoine Bouchabou, je crois qu'il est élu de Moueka, je crois, si je ne me trompe pas, il qualifiait le désengagement de l'État congolais à la Société des plantations et huileries du Congo SA comme étant une violation de l'acte uniforme de l'OHADA. Mais lorsque vous interrogez les réalités du droit des sociétés, je pense que c'est l'inverse de ce qui s'est passé. Il faut suivre de près ce qui s'est passé. Et moi, quand je posais des questions, je fais la démarche à deux niveaux. J'ai quand même pu tirer au clair certaines questions qui semblaient un peu floues. Il faudrait aider ceux qui nous suivent. Cette société-là, je crois que c'est la nouvelle version de ce qu'on appelait PLZ. Vous voyez, la société qui nous produisait de l'huile pure. Cette société-là, malheureusement, on n'en parlait plus. On n'en parlait plus et il fallait que la société des plantations et des huileries du Congo SA renaisse pour que, justement, on continue à parler de cette société qui, aujourd'hui, engage près de 11 000 Congolais à travers le pays, notamment à Mongala, à Tchopo, l'Équateur, etc., qui est effectif. Mais la société, pour vivre, a des actionnaires. Et parmi les actionnaires, l'État congolais en était un, depuis 2002. L'État congolais, pourquoi je dis en était, je le mets au passé, parce que l'État venait de se désengager. Et en tant qu'actionnaire, l'État avait 23,76% d'actions. Ce qui veut dire que l'État congolais devait participer à hauteur de 85 millions de dollars pour, justement, la marche de la société, PHC, SA. Et malheureusement, Jean-David Kilolo, depuis 2002, l'État n'a jamais versé même un rond de 85 millions de dollars. Depuis 2002. 2 décennies pratiquement. Vous poserez bien évidemment la question, mais comment est-ce que cette société a fait alors pour exister? Mais naturellement, la société n'a pas pu tourner comme d'habitude. Simplement parce que le moyen qui devait venir de l'État congolais, l'État ne l'a jamais versé. Ici, je vous ai parlé des considérations de droit. Je n'aimerais pas faire comme l'honorable Antoine Bouchabou, que je respecte beaucoup. Il a plutôt fait du juridisme que de l'action parlementaire à ce niveau. Parce qu'il faudrait quand même les étayer par des éléments de droit. Lorsque vous interrogez par exemple l'article 311 de l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés, on parle ici des droits des sociétés commerciales. Cet article dit, on devient actionnaire par la souscription des parts et par leur libération. Ça veut dire, comme l'État congolais avait souscrit à 23,76%, l'État congolais avait l'obligation, depuis 2022, de verser les 85 millions de dollars à la société. Or, l'État ne l'a pas fait. Pourtant, l'honorable, que je respecte beaucoup d'ailleurs, a dit non. La société PHCSA a participé aux États généraux du portefeuille en 2024, et à cet effet,
la société doit reconnaître que l'État demeure membre effectif. Ce qui va en contradiction avec ce que je viens d'évoquer. Pendant 23 ans, l'État n'a même pas versé quelque chose. Et lorsque vous interrogez l'article 71 de la loi, la même loi, l'OCGI, et d'ailleurs cet article-là est sans pitié. L'actionnaire défaillant, dans le cas d'espèce c'est l'État congolais, perd tout. Droit des votes, dividendes, droits préférentiels et des souscriptions. Il peut assister aux réunions, mais il ne peut décider de rien. Il peut siéger aux états généraux du portefeuille, mais l'État ne libère rien en termes de parts. Et donc, si vous regardez, vous mettez en exergue l'acte uniforme de droit des sociétés, vous verrez clairement que la société PHC est en droit, justement, de dire à un certain moment, faire une évaluation, plus de 2 décennies après, sur son actionnaire qui n'a jamais libéré ses parts. Ça, c'est tout à fait logique et normal. Mais la question ici, c'est quoi? Parce que les polémiques vont de gauche à droite. On dit que non, c'est d'ailleurs les députés qui l'ont soulevé, qu'il s'agirait d'une fraude. Le fait que l'État congolais se serait désengagé en 2025, nous sommes au mois d'août, ce désengagement est tombé au moment où Jean-Lucien Boussia n'était plus ministre du portefeuille parce que l'ordonnance venait d'être élue. À ce niveau-là, les députés Antoine Bouchabou considèrent que l'acte de désengagement de l'État congolais a été une fraude. Voilà maintenant le fait, cher Jean-David Kilolo. Nous sommes le 11 août 2025. Le 11 août 2025, il y a l'Assemblée générale qui a d'ailleurs été calée bien avant. L'Assemblée générale de PHC. Et ça. Et dans cette Assemblée générale, qui a été calée bien avant, ça coïncide au moment où, le 7 août, l'ordonnance a été lue à la RTNC, le ministre Jean-Lucien Boussa, qui était à l'époque alors ministre du portefeuille, venait d'être nommé au niveau de l'aménagement du territoire. Mais nommé le 7 août, jusque-là, il n'avait pas fait la remise et reprise avec la nouvelle nommée. Il s'agit de Madame Julie Chikou. La remise et reprise n'est intervenue que le 13 août. Voyez-vous? Et puisque la date du 11 avait déjà été calée pour l'Assemblée générale, c'est ainsi qu'il y aura une recommandation spéciale du ministre Boussa. Il va déléguer M. William Boulima pour assister justement à cette Assemblée générale de la Société des plantations et usuleries SA. Parce qu'il faudrait dire ici que l'État congolais siège à l'Assemblée générale comme PCA. A le droit au PCA parce que l'État congolais était considéré comme un actionnaire. Bien que l'État congolais ne payait pas régulièrement sa part, n'a jamais payé rien de sa part. Et donc, l'Assemblée générale qui se tient le 11, Jean-Lucien Boussa est nommé ministre de l'aménagement du territoire, mais pendant 7 ans, la remise et reprise ne s'est pas effectuée. Jean-Lucien Boussa expédie les affaires courantes. Et c'est pendant ces moments-là que l'État congolais, pendant cette Assemblée générale, que l'État congolais s'est totalement désengagé de ses parts. Et donc, par l'acte posé, en présence d'un notaire, pas seulement un notaire, ce désengagement a été coulé dans le journal officiel, Jean-David Kilolo. La société PHC s'est libérée de l'État congolais comme actionnaire et a le droit, pour son fonctionnement justement, de se trouver ou de redéfinir sa politique d'actionnariat. Et donc, à ce stade, le droit administratif ne considère pas les actes posés pendant l'exécution des affaires courantes comme étant une fraude. Et donc, cet argument, déjà, comme je viens très bien de l'expliciter, cet argument ne tient pas debout. Cet argument de fraude, que les désengagements de l'État congolais se seraient déroulés comme une fraude, cet argument, au regard des éléments que je viens d'étayer, ne tient pas debout. Et pour terminer, l'honorable Bouchabou a parlé de bradage des actions de l'État. Il dit, je vais lui prendre au mot,
Il dit, on a bradé les patrimoines de la République démocratique du Congo. Mais je vous pose la question, Jean-David, en tant qu'intellectuel. Comment peut-on brader un patrimoine dont l'État n'a jamais disposé? Puisque l'État n'a jamais mis ses parts. Puisque l'État n'a jamais libéré les 85 millions de dollars. La question, c'est de savoir comment l'État congolais, qui n'a versé aucun rond de 85 millions de dollars, peut justement voir ses patrimoines être bradés au sein de la société. Parce que je viens de vous le démontrer ici, l'État s'est illustré comme étant un actionnaire défaillant au niveau de la société. Et donc, à ce stade, vous interrogerez également l'article 770 de l'OCJE, qui d'ailleurs, il faudrait, à la suite de cet article, il faudrait remercier, passez-moi cette expression, cette société PHC, dans la mesure où cette société avait le droit. Je vais vous lire cet article. L'article 771 de l'OCJE frappe de nullité le droit de l'actionnaire défaillant. Ça veut dire, le droit sera dit et que l'État congolais devra dédommager la société PHC. Parce que l'État, 20 années, n'a jamais libéré ses parts. Et donc, l'État congolais devrait se voir dédommager. La société pouvait amener l'État en justice et l'État dédommager cette société parce que, en tant qu'actionnaire défaillant, l'État n'a jamais versé de l'argent à cette société pour son fonctionnement. Et donc, c'est un mécanisme, le fait de désengagement, c'est un mécanisme prévu et par le droit OHADA et par l'acte uniforme de droit des sociétés. C'est un mécanisme de désengagement. C'est prévu dans la loi pour justement les actionnaires qui sont défaillants. Ça permettra à la société de se désengager sans poursuite. C'est un désengagement à l'amiable et que l'État sort sans aucun rond, sans dette, parce que l'État a accepté de se désengager et la société est en droit maintenant d'aller trouver d'autres actionnaires pour son existence. Et donc, à ce stade des choses, Jean-David Kilolo, il faudrait comprendre que on ne peut pas commencer à asphyxier les investisseurs. Cette société, je vois comment est-ce que le président de la République se bat pour justement que les investisseurs viennent au pays. Et maintenant qu'on a un investisseur qui est arrivé, qui fonctionne et qui emploie 11 000 Congolais à travers le pays, avec des salaires responsables, des salaires qui honorent les Congolais. Ce n'est pas comme les salaires des Indo-Pakistanais, je ne citerai pas les noms, vous le savez. Nos compatriotes. Alors c'est quoi d'abord le rôle de Jean-Lucien Boussa? Il est taxé dans ce dossier de PHC. Je venais de vous expliquer. Ça veut dire que donc il n'y est pour rien. Il n'y est pour rien. Lui, il expédiait les affaires courantes, mais la date de l'Assemblée générale était calée. Et puisqu'il effectuait les affaires courantes, il était en droit, justement, de déléguer ou de participer lui-même à l'Assemblée générale. Non, Jean-Lucien Boussa n'a pas bradé. Il a constaté que l'État était un actionnaire défaillant et qu'il fallait se désengager. L'État s'est désengagé et pour ne pas endosser des dettes et un passif en termes de dommages à payer à la société PHCSA, l'État s'est désengagé à l'amiable et la société est allée s'est tournée vers un autre actionnaire. Et à ce stade des choses, on ne peut pas parler d'un bradage, comme le disait l'honorable Antoine Bouchabou. Il ne s'agit pas d'un bradage ici parce que l'État n'a jamais versé un rond en tant qu'actionnaire et l'État n'a jamais été actionnaire effectif de la société PHC. Voilà. Et donc, Jean-David, pour terminer ce sujet, j'aborde la question simplement parce que derrière cette guerre se cachent des mains noires, il faudrait le dire. On ne veut pas que l'État congolais ressuscite le PLZ qui aujourd'hui est PHC, et ça, qui continue justement à engager des Congolais, à les traiter dignement et à produire de l'huile qui permet à ce que qu'on ait de l'huile pour préparer, le savon, c'est-à-dire l'État récupère le monopole, voyez-vous, le monopole. Cette société
donne à la RDC de produire de l'huile en interne et non de l'huile que nous prenons à l'extérieur du pays, qui est d'ailleurs vendue ici à des prix exorbitants par les opérateurs que vous maîtrisez très bien. Et je crois que c'est une guerre ouverte contre la Société des plantations et huileries du Congo par certains qui existent déjà au Congo ici, certaines sociétés des expatriés qui ne veulent pas que cette société ne ressuscite pour produire de l'huile de qualité, parce que ces sociétés risquent de prendre les monopoles, de l'huile produite par les Congolais, ici même, par nos forêts, par nos plantations, et qui fait honneur justement à la consommation congolaise. Voilà. Alors, que des accusations. Autre accusation, c'est l'accusation que j'ai suivie. Les sénateurs Célestin Vunabandi a publié ce mardi un communiqué pour démentir des accusations portées contre lui dans une vidéo virale sur les réseaux sociaux, le mettant en cause pour de liens supposés avec la FCM23, des déplacements suspects et des contacts avec la MONUSCO. L'élu qui se présente comme sénateur indépendant et président de la commission ECOFIN du Sénat rejette ces allégations comme mensongères et calomnieuses. Accusation sur accusation. C'est-à-dire, il suffit tout simplement de vous accuser que vous êtes en parfaite collaboration avec l'M23 et vous risquez d'être arrêté. Bon, j'ai vu le communiqué comme vous venez de le lire ici et je l'ai vu, je crois, dans les réseaux sociaux. J'ai vu des bruits courir dans les réseaux sociaux, des images où on accuse des gens. Je crois que vous avez parlé de Vunabandi. Je crois qu'il est président de COFIN au Sénat. Il est au Sénat. Bon, vous savez, Jean-David Kilolo, moi je suis très mal à l'aise de parler des questions de sécurité dans un contexte actuel, parce que nous sommes dans un contexte aussi fragile. Je pense qu'à ce stade des choses, d'ailleurs on suit aussi un procès, le procès qui s'est ouvert hier du général Tchouéoué, ex-chef d'état-major général. J'ai suivi les chefs d'accusation sur lui, qui pèsent sur lui. Très grave. C'est quand même très grave. Et je me dis, Jean-David, j'apprécie, et c'est ici l'occasion pour moi de saluer le travail des services des renseignements militaires et civils, de saluer le travail de CNC, de saluer le travail de CNES, tous ces services. Nous, les éléments qu'on a entendus hier, Jean-David Kilolo, soyons honnêtes, vous et moi, nous ne l'avons pas vu circuler dans la toile. Ça veut dire que c'est le fruit d'un travail minutieux, minutieusement préparé, puis ramené sur la place publique dans un procès, et un procès public. Ça veut dire que pendant que les gens dorment, pendant que d'autres se promènent, il y a des services de l'État, des renseignements qui travaillent et qui documente des éléments. Et c'est ça la logique des choses. À l'heure où la fragilité, la question sécuritaire, partout dans le monde entier, a toujours été des questions fragiles dont on ne peut pas commencer à le traiter comme si on faisait une discussion de match de football. Pourquoi je le dis, Jean-David? Malheureusement, aujourd'hui, on peut se lever un matin, on voit un TikToker commencer à parler des questions sécuritaires avec beaucoup de légèreté. Beaucoup de légèreté. Engager même le service qui font du bon travail. Parler, juger sur les réseaux, sur des questions sensibles de la sécurité. J'ai vu les communiqués, je n'entre pas dans le fond, mais tout ce que je peux dire, Jean-David Kilolo, je sais que le sénateur Vunabandi est un Congolais qui fut ministre dans ce pays. Aujourd'hui sénateur, il fut ministre plusieurs fois, je crois. Aujourd'hui sénateur, et il siège, il préside même la commission stratégique, la commission ECOFIN. Quand j'ai vu les communiqués que vous venez de lire, j'ai vu les bruits dans les réseaux sociaux où les gens faisaient des affirmations au niveau de TikTok, etc. Je me suis dit, bon, il y avait quand même beaucoup de contradictions. Beaucoup de contradictions, ça c'est le deuxième élément.
Je sais, moi, de ma mémoire des journalistes, que le sénateur Vounabandi Célestin est élu sénateur pour le compte indépendant. Il est élu de l'Est. De l'Est, je crois, mais indépendant. Indépendant. Il est mais indépendant. On l'a présenté comme étant élu d'un parti ACM, dans les bruits des réseaux sociaux. Je trouve quand même que il s'agit là d'une incohérence. Parce qu'avant de parler des choses, il faut avoir la maîtrise. Il s'agit là d'une incohérence. Deuxième incohérence, Jean-David Kilolo, on les lie à certains individus. Notamment un certain Chebishimbo. Je crois que ce monsieur est député, je crois député élu de Massissi. Mais dans la vidéo, je vois des images où on la lie à un élu de Rutshuru, etc. Je vois qu'il y a quand même des contradictions. Mais ce qui est encore grave, moi j'ai suivi comme tout le monde, comme d'ailleurs vous venez de le dire, on dit que ce monsieur se serait réfugié à la MONUSCO, actuellement au moment où nous parlons. Et en même temps, il est des mèches avec l'AFC, M23, et il circule dans la nature. Bon, j'ai suivi, moi je vois des informations, je ne confirme rien, je constate, mais je dégage une analyse. Ça veut dire qu'on accuse la MONUSCO d'être complice, de garder les personnalités qui ont justement concouru à la chute des Goma, des Bukavu et d'autres territoires. Alors je me suis posé des questions sur la logique dans ça. Comment quelqu'un qui peut participer à la déstabilisation des Goma, par exemple, qui va se réfugier à la MONUSCO, qui fuit d'ailleurs les personnes qui l'a aidé, etc. Et la MONUSCO est complice, qui chercherait à l'extrader, etc., en complicité avec un certain sénateur Vounabandi. Je vois qu'il y a quand même beaucoup d'amalgame, de confusion dans tout ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si nous suivons les bruits des réseaux sociaux, la MONUSCO, il y est pour beaucoup. On accuse la MONUSCO dans les réseaux sociaux. Et donc, je voulais Jean-David Kilolo, sur des informations venant des réseaux sociaux, il faut que nous, les journalistes, nous aidions quand même ceux qui nous suivent, qu'on mette beaucoup d'eau dans son vin. Parce que derrière tout ça, il se cache aussi, vous voyez les enjeux, aujourd'hui on parle élection, on parle référendum, on parle même gouvernement en perspective. Aujourd'hui, il faut prendre beaucoup d'informations avec pincette parce qu'on peut régler des comptes aux gens comme ça et dire finalement qu'il s'agit, c'est un argument facile, vous venez de le dire, des accusations, non, il fait partie de tel groupe, il fait partie de tel autre groupe. Il faut laisser les questions sécuritaires au service qui font d'ailleurs du bon boulot, notamment les services de renseignement militaire et civil. CNC d'ailleurs, c'est un service. Aujourd'hui, les gens disent, on a suivi les procès hier. Les lots samba la téléphone na bango. Samba la téléphone na yobo. Ça veut dire que les services travaillent. S'il y a des soupçons comme ça, qu'on laisse au service de prendre l'initiative, de parler des questions sensibles, plutôt que de venir jeter en pâture les personnalités des gens. On l'a vu aujourd'hui, je crois qu'on l'avait vu avec certains leaders de l'Est du pays. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, j'ai vu des TikTokers, des TikTokaises parler de manière désobligeante des communautés, je crois, des communautés Hutus. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas des moments de mettre de l'huile au feu pour mettre en surface la question des communautés, telle communauté Hutu, etc. On parlait d'un certain Gachamba qui se serait rendu au Rwanda en 2021. Je crois qu'en 2021, la RDC, le Rwanda avait de bonnes relations diplomatiques. Les Congolais faisaient des navettes, même au niveau institutionnel. On a d'ailleurs vu la photo du ministre Mouya au Rwanda, voyez-vous. Et donc, ce n'était pas un contexte de cachotterie ou de belligérance. Et si ces messieurs, à l'époque, je crois, il était le président de la communauté Hutu, un certain Gachamba, se serait rendu dans cette partie du pays, c'était de manière officielle, c'était de manière un peu claire, c'était pas une cachotterie. Et d'ailleurs, le monsieur n'était pas parti avec le sénateur Célestin Vounabandi dans l'est du pays à ses rendez-vous. Voilà un peu des incohérences. Et donc, moi, en tant que citoyen, en tant que journaliste, je plaiderais à ce que le service d'intelligence, qui fait d'ailleurs qui font du bon boulot, demeure vigilant sur
des propagations des personnalités, des personnes qui parlent de questions de sécurité facilement, ça risque de faire même les lits de la déstabilisation du pays. Il faudrait laisser les services faire le travail de manière professionnelle. Et si il y a des soupçons comme ça, Jean-David Kilolo, je vous ai dit ici dès le départ, les chefs d'accusation retenus contre le général Chiwewe, personne n'était au courant. Nous sommes surpris tout autant hier, tous les Congolais. Ça veut dire que s'il y a des soupçons qui pèsent sur des personnalités publiques, il y a des services qui travaillent, et même la justice militaire qui continue de travailler. Faisons confiance à la justice et ne laissons pas cours aux personnes qui viennent sans éthique, salir les réputations des personnalités, parce que ça devient un argument facile. Comme quoi, on a arrêté le vice-président de l'AFDC, l'AFDC est impliqué dans la rébellion. On a arrêté l'assistant de Célestin Vounabandi, l'assistant parlementaire, bien évidemment, de Célestin Vounabandi, comme quoi il serait impliqué. On a arrêté le président de la Ligue des jeunes de l'UNC à Goma, ou bien on l'a vu aux côtés des M23, comme quoi Kamere serait impliqué. Vous voyez, en fait, ça devient un argument facile que les Congolais, certaines personnes malveillantes commencent à développer. Pourtant, il faut laisser les services réfléchir sur la question. Parce que vous aussi, vous avez d'autres préoccupations. D'ici là, vous avez d'autres émissions que vous devez aller. On termine par cette marche et aussi par cet appel à l'opposition. L'opposition va porter plainte contre les chefs de l'État. Et aussi, il y aura un sit-in devant le Parlement. L'opposition qui est déjà va en poupe, surtout qu'avec la réussite de leur appel à la ville morte, ça a été constaté ici. Oui, mais il faudrait dire ici que c'est légitime que l'opposition entame des activités, des actions pour barrer la route à un projet de référendum ou à un projet d'une nouvelle constitution. C'est tout à fait légitime si l'opposition recourt à des voies pacifiques. Il faut reconnaître l'opposition. J'ai vu la ville morte de l'opposition le 3, mais il faudrait dire ici qu'il faudrait reconnaître, si on est juste, que le matin, la circulation était timide. Pas seulement à Kinshasa, mais à travers les grandes villes. Paralysées. Paralysées. Il faudrait les reconnaître. Et vous avez fait les lives. Oui, effectivement, moi j'ai parcouru Kinshasa. J'ai vu la commune de la Gombe, j'ai démarré ma voiture, de ma maison jusqu'à la commune de la Gombe, 5 minutes. Ça veut dire, c'était les avant-midi. Ça veut dire que le travail, l'appel de l'opposition a été suivi. Et d'ailleurs, les opposants l'ont reconnu. Mais ça s'est passé le matin jusqu'à vers 9h30, 10h. Et puis les mouvements ont commencé, les marchés ont réouvert, la circulation, etc. Alors pourquoi la circulation a été timide jusqu'à peut-être 9h, 10h, 11h? Simplement parce que mon ami Prince Epenge, que j'ai salué en passant ici, avait fait une menace sur son compte Facebook. Je ne sais pas si c'est lui qui gère ou quelqu'un d'autre, comme pour dire, gardez vos véhicules à la maison. Les Congolais ont eu peur. Vous savez, les Congolais se battent, les Kinois se battent pour avoir leur bien personnel, mais des menaces comme ça n'ont pas permis aux Congolais de sortir avec leurs véhicules. Ça, par exemple, c'était des faits. Et autre chose, l'opposition elle-même a reconnu que de 6h à 9h, la ville était paralysée et qu'après, il y a eu circulation. Mais dans tout ça, je constate qu'il y a du triomphalisme du côté de Tshisekedi. Le régime de Tshisekedi. Ah, hello, Moniboy, etc. Du triomphalisme. Mais pendant qu'il y a du triomphalisme du côté du régime de Tshisekedi, l'opposition continue à s'organiser. L'opposition congolaise continue à s'organiser pour barrer la route au régime de Tshisekedi. Qu'on ne se leurre pas. Parce que je suivais quelqu'un dire, non, les ambassades sont avec Tshisekedi depuis que le projet du changement de la Constitution a commencé. Avez-vous déjà vu une ambassade faire un communiqué contre le changement de la Constitution, comme on le voyait un peu sous Kabila? Ni les États-Unis, ni la France, ni la Belgique, ni l'Italie, ni l'Espagne, etc. Attention, les rapports des forces sur le terrain. Si vous pensez que l'absence de communiqué est un acquis, Jean-David Kilolo, les rapports des forces que l'opposition est en train de mener sur le terrain, après commencera des marches de l'opposition. Mais ces rapports de force risquent de balancer la situation en défaveur du régime de Tshisekedi. Rien n'est jamais acquis. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, Jean-David Kilolo. Il faut terminer. Hein. Je vais terminer, non, mais accordez-moi même 10 minutes. 5 minutes.
Le deuxième élément, Jean-David Kilolo, on a l'impression qu'il n'y a que l'UDPS en face. Pourtant, il y a l'union sacrée. Bemba absent. Non, mais c'est comme si l'UDPS qui lance les référendums, c'est les problèmes de l'UDPS, et d'autres les regardent de loin. Regardez l'attitude des Camérés et son parti. À côté, Jean-Pierre Bemba ne donne pas son avis. Il y a peut-être Guy Luando Mboyo. Guy Luando, lui, on l'a vu publiquement, il parle du régime, du changement de la Constitution, il le soutient publiquement. Et d'ailleurs, tout récemment, je venais de voir sur les réseaux, il dit qu'il a mis à disposition 2 grands bateaux pour aller évangéliser sur les changements de la Constitution dans le Congo profond. 2 grands bateaux. Ces bateaux qu'il a mis à disposition. Mais c'est l'UDPS qui continue de se battre. L'UDPS doit ouvrir l'œil et les bons sur la suite des événements et sur ses partenaires. Quant à l'opposition, Jean-David Kilolo, la plainte contre Félix Tshisekedi, je veux bien qu'il y ait des plaintes, je veux bien qu'il y ait des villes mortes, qu'on appelle à des villes mortes. Mais Jean-David, l'opposition doit comprendre les contextes dans lesquels nous sommes. Nous sommes dans un contexte où Corneille Nangaa, en complicité avec l'ancien chef d'État de la RDC et le Rwandais, ont pris Goma, Bukavu. Jusqu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, Kagame est à Goma, à Bukavu, Rutshuru. Mais on n'a jamais vu Sesanga, mon ami Prince Epenge, Fayulu, porter plainte. Même à l'international contre Paul Kagame. Parce qu'il est établi que tout se dirige, se dicte à partir du Rwanda. Et que Kabila, les Nangaa et les autres ne sont que des marionnettes. Tout, pensée, réflexion, et c'est l'armée rwandaise qui est en jeu. Mais aucune initiative de l'opposition pour porter plainte contre le chef d'État rwandais. Aucune. Pendant que l'État congolais ici poursuivait les Nangaa et consorts, mais c'est Sanga s'est tué dans toutes les langues. Epenge, mon ami, s'est tué. Même à Kitete, là, il ne parlait pas. Aucune plainte contre Corneille Nangaa. Et donc, l'opposition doit savoir que lorsque l'on veut porter plainte contre Félix Tshisekedi pour vouloir changer l'ordre constitutionnel, comme ils ont dit, mais ils doivent aussi savoir qu'ils sont en partenariat avec Joseph Kabila, qui aussi a été condamné par la République pour avoir tenté de changer l'ordre constitutionnel par les armes. Mais ils sont avec lui, un partenaire fiable. C'est ça la contradiction. Et c'est ce qui fragilise l'action de l'opposition. Jean-David Kilolo. Merci pour terminer. Je termine par là. C'est ce qui discrédite l'action de l'opposition. Vous dites que vous voulez porter plainte contre Tshisekedi parce qu'il veut changer l'ordre constitutionnel, mais en même temps, vous êtes en partenariat dans l'opposition avec Joseph Kabila qui a tenté de changer l'ordre constitutionnel par les armes. Des incohérences qui ne tiennent pas. Et donc, je pense qu'à un certain moment, les Congolais regardent, les Congolais observent, il faudrait que l'opposition, autant que l'opposition, c'est légitime pour l'opposition des marchés, mais autant que l'opposition doit être cohérente vis-à-vis d'elle-même pour justement avoir la bénédiction des Congolais, de la population. Sinon, cette démarche restera ambiguë dans la mesure où vous préférez être du côté des agresseurs et porter plainte contre ceux qui sont dans la légalité et qui font face à l'ennemi. Prince Epenge est là pour cette fois-ci répondre. Tout de suite, c'est Prince Epenge. Attends.